Donc, vu que mon discours ne sera aucunement exhaustif, je fais confiance aux autres camarades pour l'enrichir. Alors, j'insiste sur cette idée d'ouverture de la discussion. Ouverture, non seulement dans le sens de commencer, débuter, initier quelque chose, mais également ouvrir comme quand on ouvre une fenêtre et on fait rentrer de l'air. Parce que le but d'une discussion sur race et classe est celui d'instituer une sorte de perméabilité entre des champs théoriques et également des contextes de lutte qui ont eu historiquement tendance à s'éloigner et à s'opposer. Et les oppositions ponctuelles qui ont pu avoir lieu entre mouvements antiracistes et lutte de classe et mouvements féministes également représentent un paradoxe parce que, comme le dit Selma James, la féministe Selma James, dans un article de 1975, Sex, Race and Class, quand on dit femme et quand on dit noir, on dit travail et exploitation. Et rien n'est plus manifeste de combien et comment les femmes et les noirs ont été exploités dans tous les contextes possibles. Dans les plantations, dans les champs, dans les usines, à la maison et même dans les prisons, où on n'échappe pas à l'exploitation au travail. Et pourtant, ce lien entre exploitation de classe, genre et race n'est pas toujours reconnu. Selma James, dans son article, se réfère plutôt à la gauche blanche universaliste aveugle. Mais moi, je pense que ce lien n'est pas assez reconnu par ces mêmes secteurs, les femmes et les personnes racisées, qui parfois se mobilisent sur des fronts et des lignes de combat qui ne prennent pas suffisamment en compte l'élément de l'exploitation de classe. Donc, je disais que... Je m'arrête. Okay. Donc, deuxième considération préliminaire, personnelle, plus courte. J'ai lu Malcolm X avant de lire Marx et j'ai lu Angela Davis avant de lire Rosa Luxemburg, pour des raisons contingentes. Tout simplement parce que j'en avais besoin à une époque où j'étais une adolescente, pas très à l'aise dans ma peau, une peau qui d'ailleurs se faisait remarquer et parfois insultée dans l'Italie des années 90, un pays encore assez blanc, et sûrement moins affecté par la présence des personnes racisées que la France, par exemple. Et au-delà de la peau, il y a ce qu'elle représente, c'est-à-dire le rapport avec ma famille somalienne, émigrée après la guerre civile partout, du Yémen aux États-Unis. Dans des conditions de richesse et pauvreté très variables. Et puis, mon rapport un peu névrosé avec le passeport somalien de mon père et ses visas impossibles à obtenir. Alors, mais je ne veux pas vous raconter ma vie. Non, mais moi, j'ai l'impression que Jean-Baptiste rajoute des trucs, parce que c'est pas possible, ça prend 3 minutes de plus à chaque fois, quoi. Bon. Ouais. Bon, ok. Ok. Donc je disais que le but, en tout cas, c'est pas de vous raconter ma vie, mais je dis ça parce que tout en étant persuadé que la race et l'antiracisme, ce sont de processus, la race et le racisme, ce sont de constructions sociales qui d'ailleurs se construisent dans le temps et dans l'espace de manière différente. Il y a néanmoins une inscription matérielle sur le corps, une incarnation prégnante qui détermine, en fonction de vécu, une expérience sociale du monde qui, à son tour, rend légitime l'usage politique radical de la dichotomie blanc et non blanc, blanc et racisé, non pas pour ériger des barrières d'incommunicabilité, mais pour rendre compte d'une évidence historique.
dans le monde dans lequel on vit, les lignes de la couleur existent, et elles sont très fortes. Nous ne vivons pas dans une société post-raciale. Et dans ce contexte, dénoncer l'invisibilisation des racisés de leur savoir, dénoncer la color blindness, mettre en discussion le privilège blanc là où il s'exprime, et bien toutes ces pratiques ne sont pas des pratiques forcément sectaires ou essentialistes, comme elles peuvent néanmoins l'être ou le devenir parfois. L'exemple qu'avait donné Cynthia hier par rapport à des assemblées où, par exemple, on peut dire à une femme blanche qu'elle n'a pas le droit de parler sur des questions de l'islamophobie, ça c'est du sectarisme et de l'essentialisme. Mais je pense que voilà, le fait de dénoncer le privilège blanc là où il s'exprime, ce n'est pas forcément une pratique sectaire ou essentialiste, ça peut être également une pratique nécessaire dans certains contextes. Mais alors, concernant le topo d'aujourd'hui, race, racisme, ouais. Alors, le topo d'aujourd'hui, race, racisme, islamophobie, antiracisme, lutte de classe, et je rajouterais question coloniale. En présupposant qu'il ne peut pas y avoir d'antiracisme qui ne soit anticolonial, que toute société coloniale, comme le dit Frantz Fanon, et j'ajoute néocoloniale, est nécessairement raciste, et qu'encore une fois, nous ne vivons pas non plus dans une condition post-coloniale, d'où le fait que la consigne de décoloniser le monde, que certains groupes actifs dans le milieu antiraciste proposent, est une tâche à prendre en compte par les communistes révolutionnaires. Donc, l'économiste féministe Heidi Hartman, en 1981, écrivait un article intitulé « The Unhappy Marriage Between Marxism and Feminism », donc le mariage malheureux entre féminisme et marxisme. Plus lentement ? Oui, ok, donc je disais juste que donc, Heidi Hartman, économiste et féministe, écrit un article en 1981 intitulé « Le mariage malheureux entre marxisme et féminisme ». Elle dit en gros que le mariage entre marxisme et féminisme a été un mariage dans un sens très, très classique, où effectivement deux entités deviennent une, et cette une et seule chose serait le marxisme, donc le féminisme serait totalement absorbé par le marxisme. Et donc là, elle dit, soit on essaye de proposer un mariage plus salutaire, on dit comme ça, salutaire, on peut dire, bon, plus sain, soit on est obligé de divorcer. Mais dans la série de mariages malheureux, peut-être que celui entre le mouvement ouvrier et la question noire et coloniale a été encore pire, à part des rares lunes de miel. Il suffit de penser, par exemple, à certains secteurs de la AFL-CIO, donc de la principale fédération syndicale aux États-Unis, certains secteurs de ce syndicat qui ont eu une attitude parfois ouvertement hostile à l'émancipation de Noirs. Ou encore à l'exemple du Parti communiste français, qui participe au gouvernement qui bombarde l'Algérie, Guedema et Sétif, le 8 mai 1945. Et toujours le Parti communiste français qui vote les plans pouvoir à Guy Mollet, Premier ministre de la section française internationale ouvrière, en 1956 pour intensifier la guerre contre les FLN algériens. Dans un sens, le capitalisme, en tant que structure patriarcale, coloniale et impérialiste,
a toujours été plus intersectionnel, c'est-à-dire plus capable d'exploiter l'intersection entre race, genre et classe, que le mouvement ouvrier, qui a été souvent divisé autour de ces questions et qui continue à l'être. Mais dans le sillage du trotskisme, quelqu'un qui a essayé de cultiver, alors peut-être pas un mariage, mais comme on dirait... Quoi ? Donc, dans le sillage du trotskisme, quelqu'un qui a essayé de cultiver, je disais peut-être pas un mariage, mais Guillaume dit un flirt, ou comme on dit aujourd'hui sur Facebook, an open relationship, entre marxisme et question noire, a été C.L.R. James. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de C.L.R. James, peut-être? Bon. C.L.R., Cyril Lionel Robert James. Donc James a une histoire personnelle et politique compliquée. Il est né en 1900 à Trinidad. Après, il est immigré en Angleterre. Il a voyagé aux États-Unis en 1938, et c'est là où il rencontre la section états-unienne de la 4e internationale. Et c'est à partir de là qu'il va au Mexique, connaît Trotsky, et il commence une discussion avec Trotsky sur la question noire. Trotsky, lui, tout en combattant pour le droit à la sécession des Afro-Américains du Sud, hypothèse que le SWP, le Socialist Worker Party, qui est la section de la 4e internationale aux États-Unis, doivent prendre en charge la direction du mouvement noir. Comme les bolcheviks avaient pris en charge la question des minorités ethniques en Russie. Et James a une vision différente. Il estime que la lutte auto-organisée de Noirs elle-même pourrait déclencher un mouvement social large et radical, bien au-delà de la question noire et de ses revendications démocratiques. James rompt avec la 4 et le SWP sur la question de la nature de l'Union soviétique, qui pour lui est expression d'un capitalisme d'État, autour des années 40, de 1940. Et il y a peut-être des trotskologues qui pourraient expliquer mieux tout ça que moi. Et il construit la Johnson Forest Tendency, donc une tendance qui s'intéresse de plus en plus aux luttes anticoloniales et de libération nationale et aux luttes des minorités opprimées. Il reste aux États-Unis jusqu'en 1953, après il se fait expulser à cause du macartisme. Mais en 1947, la Johnson Forest Tendency, et donc James rejoint à nouveau le SWP, donc la section de la 4 aux États-Unis, et il présente un texte en 1948 où il expose « The revolutionary answer to the Negro problem in the US », donc la réponse révolutionnaire à la question noire aux États-Unis, à la question nègre. Donc, nous sommes dans les États-Unis des années 40. Il y a l'apartheid de loi Jim Crow dans les États du Sud. Il n'y a toujours pas eu de Rosa Parks et de boycott, ça c'est en 1955. Il n'y a pas eu l'énorme marche sur Washington pour l'emploi à la liberté, la marche où Martin Luther King prononce son fameux discours I Have a Dream. Ça c'est en 1963. Il n'y a toujours pas eu de Civil Rights Act qui marque la fin de la ségrégation raciale, donc l'abolition de loi Jim Crow.
Et il n'y a pas eu les 3 marches de Selma à Montgomery qui aboutissent finalement en 1965 au Voting Rights Act par Lyndon Johnson qui finalement permet l'accès au droit de vote aux Noirs. Et alors, dans ce texte que James présente en 1948 au SWP, la question qui est posée est double, si vous voulez. D'un côté, que font les Noirs en lutte pour la lutte de classe? Et de l'autre côté, que peuvent faire les révolutionnaires pour la lutte de Noirs? Et la réponse à cette deuxième question, donc, que peuvent faire les révolutionnaires pour la lutte de Noirs, est la suivante. James propose que le parti, le SWP, fasse de l'intervention dans les organisations noires un trait fondamental et permanent de son travail politique. Fondamental et permanent, c'est les mots de James. Et donc, il estime qu'en dépit de l'orientation réformiste de la principale organisation noire, la National Association for the Advancement of Colored People, donc l'Association nationale pour l'avancement de personnes de couleur, qui est née en 1909, cette organisation est néanmoins la plus puissante organisation noire. Et donc, elle a des potentialités. Parce que au-delà parce que derrière cette organisation, il y a la potentialité de construire un mouvement qui pourrait détruire cette même organisation pour aller plus loin sur de bases révolutionnaires. Ça, c'est la vision de James. Et la réponse à la deuxième question, que peuvent faire les révolutionnaires pour la lutte de Noirs, dépend évidemment de la réponse à la question numéro 1, que font les Noirs pour la lutte de classe? D'abord, James souligne la vitalité indépendante du mouvement noir et l'importance de sa perspective politique organique. Puis, il souligne la capacité du mouvement noir indépendant d'affecter la vie sociale et politique du pays, aux États-Unis, même sans qu'il soit guidé par les organisations du mouvement ouvrier. Mais la chose la plus importante, et peut-être la plus originale ou la plus hérétique, c'est que James estime que le mouvement noir indépendant puisse jouer un rôle vis-à-vis du prolétariat, je cite, en contribuant au développement du prolétariat aux États-Unis et donc jouant un rôle constituant, ou constitutif, dans la lutte pour le socialisme. Et encore, il dit, c'est pour cela que toute tentative de subordonner ou de sous-évaluer la portée sociale et politique du mouvement noir indépendant dans sa lutte pour les droits démocratiques est à contester. C'est notre position, il dit, je cite, c'était la position de Lénine il y a 30 ans, et c'était la position de Trotsky pour laquelle il a combattu pendant beaucoup de temps. Mais pourquoi, selon James, la radicalité des luttes antiracistes serait naturellement du côté du mouvement ouvrier? D'abord parce qu'elle permet précisément de montrer les contradictions du Parti démocrate, qui à l'origine était organiquement lié aux réactionnaires sudistes. Et puis parce que cette radicalité permettrait au mouvement ouvrier organisé de prendre ses distances du Parti démocrate. Donc, pour le dire avec les mots de James, le mouvement noir indépendant
peut contribuer à libérer le prolétariat du joug du Parti démocrate et à lui donner l'opportunité et la possibilité d'émerger en tant que force politique indépendante. Donc après avoir montré cette sorte d'alliance naturelle qui existerait entre mouvement noir et classe ouvrière, voir le rôle catalysateur que le mouvement noir pourrait avoir vis-à-vis du prolétariat, Jameson constate néanmoins que la présence croissante de noirs dans l'industrie et dans le monde ouvrier n'a pas affaibli la lutte du mouvement noir indépendant, ou mieux l'indépendance du mouvement noir vis-à-vis des organisations du mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de noirs qui sont intégrés dans le monde ouvrier, mais le mouvement noir indépendant grandit, indépendamment des organisations du mouvement ouvrier. Que faire face à ça? Il dit ça, c'est le problème auquel on est confronté. Que faire donc de la question de la leadership? Comment articuler l'indépendance du mouvement ouvrier, du mouvement noir avec la leadership du mouvement ouvrier? Et encore une fois, la conclusion, c'est qu'il faut une intervention permanente au sein des organisations noires en tant que marxistes révolutionnaires pour contester les directions réformistes de ces organisations d'un point de vue révolutionnaire. Les Noirs ont soif de marxisme, dit James, en estimant que le mouvement noir se rapproche au marxisme empiriquement dans la praxis, dans ses pratiques de contestation. Et alors pour les révolutionnaires, il y aurait beaucoup à gagner à travers une intervention dans le mouvement noir. Donc là, je veux faire un saut en avant pour montrer que finalement, et malheureusement, cette alliance souhaitée par James n'a pas eu lieu. Plusieurs raisons, à raison du macartisme, de la politique du Parti communiste et des syndicats aux États-Unis, qui était aussi progressiste qu'il a été le PCF, le Parti communiste français, à l'égard de Simone de Beauvoir, ce qu'il racontait Cynthia hier, et en raison également de l'extrême faiblesse de l'extrême gauche américaine de l'époque. Puis la deuxième moitié des années 60 inaugure une autre époque, avec des luttes victorieuses, comme je disais tout à l'heure, contre la ségrégation raciale, mais également l'assassinat de Malcolm X en 65, de Martin Luther King en 68. Et dans ce contexte, le mouvement noir embrasse des élans de radicalisation qui aboutissent sur des impasses dans les années 70, et puis mènent à la liquidation définitive, physique, par le programme COINTELPRO, lancé en 1967. Oui, donc je disais que c'est dans ce contexte, après l'assassinat de Malcolm X, de Martin Luther King, qu'on assiste à des élans de radicalisation au sein du mouvement noir. COINTELPRO, oui, alors, élan de radicalisation, je vais donner des exemples, mais ces mouvements radicaux rencontrent quand même des impasses, et après, ces impasses mènent à la liquidation du radicalisme noir, liquidation physique, par ce programme lancé par le FBI américain, programme qui s'appelle COINTELPRO. Rapidement, sur ces deux exemples, ces deux expériences de radicalisation, un plus connu, l'autre peut-être moins. Le premier, et je pense que les deux exemples seraient à étudier, à analyser historiquement pour voilà, comprendre la puissance visionnaire, mais aussi les limites, les très fortes limites qui les caractérisent. Alors, d'un côté, les cas de Panthère Noire, le parti de Panthère Noire pour l'autodéfense, né en 1966, fondé par Huey Newton et Bobby Seale, qui développe un projet de contre-société à travers la combinaison
Donc, un projet de contre-société à travers la combinaison du nationalisme noir, du marxisme tiers-mondiste, maoïste, et un travail systématique en direction des quartiers. Les Panthères ont une très grande capacité opérationnelle en termes d'autodéfense, d'éducation, d'aide à l'enfance. Pour vous donner une idée, ils organisent à partir de 69 20 000 petits déjeuners par jour pour les enfants noirs dans les ghettos. Alors si là, on mange à 200 et on voit que c'est compliqué, pour s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire pouvoir faire ça, ça montre juste l'ampleur et le côté massif du parti de Panthères Noires. Le parti, encore une fois, je simplifie, je résume, a un discours anti-impérialiste et anticapitaliste, mais il ne fait aucun investissement dans le mouvement ouvrier noir. Il ne mène aucune intervention dans le mouvement ouvrier noir. Et l'organisation se construit surtout sur de bases territoriales, dans les ghettos, et pas sur le lieu de travail. Ça a été un phénomène énorme qui a fait peur à l'État américain, au point où le directeur de l'FBI, J. Edgar Hoover, l'a défini, les Panthères, en 1968, la plus grande menace à la sécurité interne du pays. Le deuxième exemple de radicalisation au sein du mouvement noir est peut-être moins connu, et c'est celui de DRUMS, c'est-à-dire Dutch Revolutionary Union Movement. Alors c'est une expérience qui naît d'une grève sauvage en 68 dans les usines de Dutch de Detroit, Détroit. Cette expérience se généralise dans d'autres usines de l'automobile, Ford, General Motors, et donc donne lieu à la naissance de plusieurs RUMs, donc plusieurs Revolutionary Union Movements, plusieurs cellules, on va dire, implantées dans les usines, et débouche enfin sur la constitution de la Ligue des travailleurs révolutionnaires noirs, League of Revolutionary Black Workers, en 69. C'est la presse bourgeoise, le Wall Street Journal, qui saisit effectivement on va dire la spécificité de cette expérience en disant que c'est là où le mouvement noir arrive à la chaîne de production. Ce travail d'organisation syndicale et de lutte est extrêmement puissant, mais se fait de façon totalement séparatiste, donc contre les directions du syndicat de l'automobile, United Automobile Workers, mais également contre la base blanche du syndicat. Et cette expérience, cette pratique de contre-pouvoir dans les usines de l'automobile se termine très rapidement, en 1971, à cause principalement de divisions au sein de la Ligue, une division entre marxistes d'un côté et nationalistes qui auraient souhaité plutôt lancer une intervention style Black Panther dans les quartiers, donc dans les ghettos. Mais les deux orientations partagent quand même la revendication séparatiste. Là, je vais faire encore un autre saut pour réfléchir éventuellement aux points de contact et de divergence que l'on pourrait repérer entre ces expériences des années 60 et des formes de séparatisme intégral telles qu'elles ressurgissent avec plein de contradictions à nos jours. On pourrait se demander jusqu'à quel point le mouvement de Black Lives Matter est un mouvement autonome et ou séparatiste. Mais là, je pense surtout à la politique menée au sein de groupes de collectifs antiracistes, parfois largement animés, inspirés par des tendances séparatistes, parfois sectaires, comme dans le cas de l'exemple que je veux prendre et que peut-être les Français connaissent mieux que les autres. Et c'est l'exemple du MIR, donc Mouvement des indigènes de la République, et puis Parti des indigènes de la République,
Je prends cet exemple parce que ça permet de parler du contexte idéologique français et d'introduire la question de l'islamophobie sur laquelle... Alors, je disais que je vais prendre un exemple français, c'est l'exemple du mouvement des indigènes de la République, puis devenu Parti des indigènes de la République. Pourquoi cet exemple français? Parce que déjà, ça nous permet d'aborder, de parler du contexte idéologique français qui est très complexe, notamment à cause de la patate chaude de l'islamophobie, qui est un problème majeur dans l'extrême gauche française. Mais je prends cet exemple également parce qu'il me semble qu'au sein du Parti des indigènes de la République, donc du PIR, il y a une élaboration théorique très discutable, mais très avancée, qui s'appuie également sur le travail de jeunes chercheurs universitaires et qui influence des anciens secteurs de la LCR ou du NPA. D'ailleurs, son dirigeant actuel, donc du Parti des indigènes de la République, Sadri Chiari, a longuement été membre de l'organisation clandestine du SU en Tunisie, dans la Tunisie de Ben Ali. Alors, le mouvement des indigènes de la République naît avec un manifeste au début de 2005, donc juste avant la révolte de banlieue, et se transforme en 2010 en Parti des indigènes de la République. Quelques éléments du cadre théorique et politique de cette organisation. Donc, le sujet, qui est l'indigène? L'indigène est le sujet colonial, héritier de luttes anticoloniales et des générations immigrées. Qui est le sujet indigène? Je répète, est le sujet colonial, héritier de luttes coloniales. Et qui se situe dans le contexte spécifique des quartiers populaires, donc des banlieues, où vivent la majorité des indigènes d'Afrique noire, du Maghreb et des Antilles. L'analyse du contexte actuel, dans la perspective du Parti des indigènes de la République, est celui d'une histoire qui commence immédiatement après les indépendances et qui prend la forme d'une récolonisation du monde sous d'autres formes. Mais l'élément le plus important, c'est peut-être cette notion de champ politique blanc qui exprime l'unité raciale du monde politique blanc en dépit de clivage de classe et qui va de droite à gauche, sans distinction. Donc il y aurait un champ politique blanc qui regroupe les blancs, sans distinction. Je cite Houria Boutelja, qui est porte-parole du mouvement, pour qui les immigrés et leurs enfants n'ont jamais été les premiers clients de la gauche blanche. La gauche a toujours agi en fonction de l'intérêt des prolétaires et des classes moyennes blanches. Elle est restée sourde aux revendications principales de post-colonisés depuis 30 ans. La revendication de justice face aux crimes policiers, la lutte contre les discriminations au travail et au logement, qui prend la forme d'une lutte contre l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, la reconnaissance de l'histoire coloniale et de la traite transatlantique, et enfin la lutte contre le sionisme. C'est ce qui fait dire au pire que la gauche est blanche. Ça, c'est fin de citation de Houria Boutelja. Et ce discours, non seulement hiérarchise les formes d'oppression en privilégiant la race, avant tout, comme prisme fondamental, mais refuse toute demande d'articulation comme une injonction imposée, encore une fois, par le champ politique blanc. Je cite encore, « Je suis autant éloigné de l'homme indigène que je ne le suis de la femme blanche et de l'ouvrier blanc.
Donc je suis autant éloignée de l'homme indigène que je ne le suis de la femme blanche et de l'ouvrier blanc, ce qui a des conséquences en termes d'alliance stratégique, elle dit. Avec qui dois-je m'allier de manière prioritaire? Dans la réalité, nous choisissons par l'instinct l'alliance de race. Pourquoi? La première explication, c'est que le corps social de femmes blanches, toutes classes confondues, a des privilèges politiques, économiques et symboliques supérieurs en moyenne. Je répète, donc elle dit que dans la réalité, pourquoi on choisit de s'allier avec sur des bases raciales? Parce que le corps social de toutes les femmes blanches, toutes classes confondues, a de privilèges politiques, économiques et symboliques supérieurs au corps social des hommes indigènes. Pour résumer, elle dit, en France, la plupart du temps, il vaut mieux être une femme blanche qu'un homme indigène. Elle conclut « Back to the race ». C'est encore une citation. Donc, pour résumer, sujet révolutionnaire, c'est-à-dire les sujets autour duquel se construira le projet de transformation sociale le sujet de la transformation sociale, donc révolutionnaire, serait représenté par les hommes et les femmes indigènes, les habitants du Sud global et leur diaspora, ou diasporas. Les conséquences, comme vous pouvez l'imaginer, sont multiples et virent sur des positions essentialistes, antiprogressistes. Un seul exemple que je donnerais, c'est une interview qu'elle a donnée à la revue Vacarme où, à propos de la mixité raciale, du métissage, où elle dit que dans un monde où le racisme nous a appris la haine de nous-mêmes, donc nous les indigènes, il est important d'apprendre à nous aimer et de nous autoriser à nous marier avec quelqu'un de notre communauté, plutôt que marier de blanc, évidemment. Donc, que faire face à un tel repli communautaire, identitaire, essentialiste? Donc, évidemment, il y a des choses à faire. Et pour conclure, je vais juste faire 3 réflexions voilà, sur la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, par rapport aux grands thèmes qui mobilisent les quartiers, c'est-à-dire les crimes policiers, le racisme, l'impérialisme et la mémoire. Alors, par rapport aux grands thèmes qui mobilisent les quartiers, c'est-à-dire crimes policiers, racisme, impérialisme et question de la mémoire de l'histoire coloniale, il y a de la part de marxistes révolutionnaires un effort plus intense à faire dans l'articulation de ces oppressions et de ces discriminations dans nos pratiques de lutte, pour ne pas laisser à ce mouvement le monopole de cette tâche-là. Et parce qu'à mon avis, il y a dans ce mouvement des jeunes qui mériteraient d'être mis en condition de lutter pour des perspectives beaucoup plus exaltantes que le mariage infracommunautaire. Il faut montrer que ce thème, ce sont nos thèmes, et montrer que c'est eux les sectaires et nous les plus radicaux. Comment? Je pense qu'il faudrait intensifier qualitativement notre intervention dans les collectifs anti-guerre et contre les violences policières, et cela est essentiel. La police réprime, on le sait, mais elle ne le fait pas forcément de la même manière avec tout le monde. En France, on l'a vu même pendant la mobilisation contre la loi travail, où on a pu constater que lorsqu'on était interpellé, les interpellations étaient parfois ciblées au faciès.
Et la police tue, on le sait, tue Rémi Fraisse, Carlo Giuliani, Ziad Bouna, Trayvon Martin, Michael Brown, Sandra Bland, etc. Mais aux USA, elle tue les Noirs comme des mouches. Et alors, Black Lives Matter, pas parce qu'on s'en fout des vies des Blancs tués, mais parce que il faut considérer qu'un Noir se fait tuer tous les 28 heures aux États-Unis. Et la machine policière et carcérale est le principal instrument de l'oppression raciale. Ça vaut aux États-Unis, mais je pense que tendanciellement la même chose vaut en France, en Europe en général. Et donc il y a peut-être des tâches de formation à prendre en charge sur la question, je le disais tout à l'heure, de la mémoire. Un combat antiraciste révolutionnaire ne peut pas faire abstraction de l'effort de multiplier nos sources. C'est dans ce sens que je disais aussi ouverture au début de mon intervention. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'effet de dilution qu'on pourrait avoir si on commence à faire entrer autre chose. Il faut connaître, il faut approfondir, il faut discuter, être à la hauteur de la complexité et être capable de porter à un niveau supérieur les enjeux du débat. Et quand je dis mémoire, je me réfère à la mémoire des auteurs, de Malcolm X, Frantz Fanon, Angela Davis, Aimé Césaire, Audre Lorde, Bell Hooks, etc. Mais aussi la mémoire et l'étude des luttes anticoloniales, des luttes anti-apartheid, des luttes pour des droits civils. Je ne vois pas pourquoi ce patrimoine ne pourrait pas être étudié, récupéré, retravaillé par des marxistes révolutionnaires. Il s'agit évidemment d'un projet sur long terme. Ça ne peut pas être, pour reprendre la métaphore amoureuse du début, one night stand, et même pas un one day stand. Donc ça ne peut pas s'accomplir dans l'espace d'un séminaire. Il s'agit d'un projet effectivement plus long. Et même si je pense que notre but en tant que marxiste révolutionnaire, ce n'est pas celui de sanctifier l'institution du mariage entre marxisme et questions noires et coloniales. De façon un peu romantique, moi j'y vois quand même la possibilité de faire commencer une belle histoire d'amour. Et voilà, et je propose, c'est quelque chose à discuter, que ça serait possible au sein du CCR, par exemple, de former une commission mixte race et classe pour mener cette tâche de formation, de discussion, d'approfondissement pour être à la hauteur du débat. Voilà, je m'arrête là et on peut commencer à discuter.